Bien, je vais revenir un instant sur les propositions 39 à 41, non pas sur leur contenu, mais sur la façon dont Spinoza raisonne. La première chose que je voudrais souligner, c'est que dans la proposition 39, alors qu'il énonce deux caractéristiques, l'une qui concerne la haine, l'autre qui concerne l'amour, Spinoza utilise l'expression « eadem lege », par la même loi. Je lis la traduction d'Epune. « Qui a quelqu'un en haine s'efforcera de lui faire du mal, et au contraire, qui aime quelqu'un s'efforcera, eadem lege », par la même loi, de lui faire du bien. Alors, cette formule « eadem lege » est intéressante parce qu'elle montre bien que pour Spinoza, des choses qui nous semblent très éloignées et même contraires l'une à l'autre, l'amour d'un côté, la haine de l'autre, faire du mal ou faire du bien, en réalité ne sont que des applications diverses d'une loi unique. Donc, il est donc bien cohérent avec ce qu'il avait annoncé dès le début du livre, à savoir qu'il étudie les affects humains selon leur loi de développement et non pas en fonction des colorations diverses que nous leur donnons. Nous aurions tendance à dire que la haine, c'est désagréable et que l'amour, c'est chose de bien, que faire du bien à quelqu'un et faire du mal, ce sont deux opérations complètement différentes. Mais du point de vue de leur production, c'est la même loi qui produit l'une et l'autre. Alors, un peu plus loin, dans la démonstration de la proposition 41, Spinoza utilise une expression similaire. Il dit « Haec propositio, eadem uia demonstratur, ac pred cedens ». Cette proposition se démontre par la même voie que la précédente. Or, la proposition précédente, c'est la proposition 40, qui portait sur la haine, et plus exactement sur la haine réciproque. La position 41 porte sur l'amour, et plus exactement sur l'amour réciproque. Donc là encore, Spinoza reste indifférent au contenu du sentiment, qu'il s'agisse d'amour ou de haine, de réciprocation de l'amour ou de réciprocation de la haine. Ce qui l'intéresse ici, c'est le mécanisme qui produit cette réciprocation, et ce mécanisme est le même dans les deux cas. Donc, eadem lege, eadem uia, on est bien dans une analyse de la mécanique des affects, et non pas du tout dans des jugements sur leur valeur, ou moins encore dans une phénoménologie de ce qui serait agréable ou désagréable du point de vue de ces affects. Deuxième chose à remarquer. On a vu que Spinoza parle depuis pratiquement le début de Éthique 3 de la joie et de la tristesse, de l'espoir et de la crainte, et puis notamment dans ce groupe de théorèmes, de l'amour et de la haine. Donc d'affects qui sont, si on veut, symétriques. Puisque les mécanismes qui s'appliquent à ces affects sont les mêmes, ces mécanismes aussi auront des effets symétriques. Et même lorsqu'il y aura des exceptions, mais des exceptions prévues par les lois, ces exceptions seront elles aussi symétriques. Cependant, on pourra observer des dissymétries dans leurs effets. Et ces dissymétries dans leurs effets tiendront à une loi qui est en quelque sorte en deçà des autres, et qui est la loi qui renvoie au conatus, qui lui n'est pas symétrique du tout. L'amour et la haine, la joie et la tristesse, l'espoir et la crainte sont symétriques. Le fait que nous persévérions dans notre être, et au contraire que nous soyons hostiles à tout ce qui essaie de nous détruire, est au contraire quelque chose qui est parfaitement unilatéral. Donc, si on regarde la structure de ces propositions, 40 et 41, elles énoncent deux règles et deux exceptions, ou plutôt une règle qui a deux applications et qui a deux exceptions symétriques entre elles. Alors, la règle, c'est la règle de ce qu'on pourrait appeler non pas la réciprocité, mais la réciprocation. Il ne s'agit pas de se demander comment des gens s'aiment ou se détestent mutuellement, c'est le sens qu'on donnera en français actuellement à réciprocité, mais comment le sentiment d'être haï par quelqu'un provoque chez moi une
haine en retour, ou comment le sentiment d'être aimé par quelqu'un provoque chez moi un amour en retour. Or, dans chacun de ces deux cas, on va trouver une exception à chaque fois pour la même raison. Donc, relisons en position 40. Qui imagine qu'un autre l'a en haine et croit ne lui avoir donné aucune cause de haine, aura à son tour cet autre en haine. Donc, moi, A, je me rends compte que B me déteste. J'ai l'impression que je n'ai rien fait pour mériter cette haine. En conséquence, je me mets à le détester. Donc, il y a bien une réciprocation de la haine. Ce mécanisme ne fonctionne que parce que j'ai l'impression que cette haine qui vient de lui vers moi est sans cause de mon côté. Donc, il a tort de me détester. Symétrique, proposition 41, si quelqu'un imagine qu'il est aimé par un autre et croit ne lui avoir donné aucune cause d'amour, il l'aimera à son tour. Donc, en fait, c'est la même chose, il suffit de remplacer haine par amour. Donc, réciprocation de l'amour, comme il y a une réciprocation de la haine. Et dans les deux cas, le mécanisme ne fonctionne que parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cause à cette haine ou à cet amour qui se dirige vers moi. Bon. Dans les deux cas, il va donc y avoir une exception. Cette exception renvoyant à la possibilité que je trouve une cause à cette haine de l'autre pour moi ou à cet amour de l'autre pour moi. À chaque fois, l'exception est mentionnée dans le Scoli. Donc, proposition 40, la réciprocation de la haine. Scoli, exception à cette réciprocation de la haine. Je le relis. Le quelqu'un en question, s'il imagine avoir donné une juste cause de haine, alors il sera affecté de honte. C'est-à-dire, si j'ai l'impression que quelqu'un me déteste, non pas sans cause, mais parce que j'ai fait quelque chose qui au fond a provoqué cette haine, alors au lieu qu'il y ait réciprocation de la haine, j'éprouverai de la honte d'avoir fait quelque chose de mal à son égard qui explique pourquoi il me déteste. Passons à la position 41, de même dans le Scoli. S'il croit avoir donné une juste cause d'amour, il se glorifiera. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre m'aime et que j'ai l'impression que cette fois il y a une cause, et bien dans ce cas-là, j'en éprouverai un sentiment de gloire. Donc, la gloire et la honte sont aussi symétriques l'une de l'autre, dans ce cas, que l'amour de réciprocation et la haine de réciprocation. On a donc bien l'impression qu'il y a une symétrie parfaite entre ces deux séries d'affects. Le même mécanisme produit le retour de la haine et le retour de l'amour. Le même mécanisme produit les deux exceptions. Oui, mais il y a une différence. Et cette différence, ce qui va rendre tout d'un coup non symétrique ce système d'affects, c'est quelque chose qui a été énoncé à proposition 25 et à quoi renvoient les deux Scoli. Regardez, Scoli de la proposition 40. Donc, s'il imagine avoir donné une juste cause de haine, alors il sera affecté de honte, mais cela, CF proposition 25, arrive rarement. Au contraire, Scoli de la proposition 41, s'il croit avoir donné une juste cause d'amour, il se glorifiera, ce qui, CF proposition 25, est le cas le plus fréquent. Autrement dit, si on veut mesurer la fréquence de l'exception, on est dans les deux cas renvoyé à la proposition 25. Mais le contenu de la proposition 25 a des effets totalement différents. Dans le cas de la haine et de la honte, on se rend compte que la honte est rare, donc la haine est fréquente. Au contraire, dans le cas de l'amour et de la gloire, on se rend compte que l'exception gloire est fréquente et donc que la réciprocation de l'amour est rare. Alors, relisons maintenant la proposition 25 pour voir comment elle justifie ce double effet différencié. Je cite la proposition 25. Nous nous efforçons d'affirmer de nous et de la chose aimée tout ce que nous imaginons qui nous affecte de joie. Et au contraire, de nier tout ce que nous imaginons qui nous affecte de tristesse. Donc, par effet immédiat de notre tendance spontanée à persévérer dans notre être, il est clair que
les affects de joie et de tristesse ne sont pas indifférents à l'égard du conatus. Pour persévérer dans notre être, nous avons besoin de nous représenter de la joie plutôt que de la tristesse. Nous avons besoin d'être affectés de joie plutôt que d'être affectés de tristesse. Nous avons besoin que notre puissance d'agir augmente et non pas qu'elle diminue. Donc, ce qu'énonce la position 25, c'est que face à des situations où nous avons le choix entre joie et tristesse, nous allons toujours, autant que nous pouvons, faire effort pour nous représenter ce qui nous affecte de joie, et autant que nous pouvons, faire effort pour éloigner ou détruire ce qui nous affecte de tristesse. Ce qui fait que le mécanisme de la réciprocation, avec ses exceptions, confronté à cet effet fondamental, énoncé à position 25, va avoir des effets quantitatifs différents. Cette dynamique de la persévérance dans notre être fera que nous aurons plutôt tendance, lorsque quelqu'un nous déteste, à nous imaginer qu'il a tort, et nous aurons plutôt tendance, lorsque quelqu'un nous aime, à nous imaginer qu'il a raison. Donc, entre la haine et la honte, c'est plutôt la haine qui va surgir de notre côté face à la haine d'autrui. Entre l'amour et la gloire, face à l'amour d'autrui, c'est plutôt la gloire qui va surgir, et non pas l'amour réciproque. On a donc bien un mécanisme qui peut produire ces deux effets, soit la haine, soit la honte, soit l'amour, soit la glorification. Mais notre tendance à choisir ce qui est du côté de la joie et à éloigner ce qui est du côté de la tristesse fait que nous nous comportons de façon différente, quantitativement, à l'égard de ces deux effets. Résultat, il est très simple. Il est énoncé à la fin du Scolite 41. Il apparaît donc que les hommes sont beaucoup plus disposés à la vengeance qu'à la gratitude. C'est donc cette mécanique des affects qui fait que nous voyons les hommes bien plus prompts à se venger du mal qu'on leur a fait, ou de ce qu'ils estiment être du mal qu'on leur a fait, qu'à marquer de la reconnaissance aux auteurs des bienfaits, ou de ce qu'ils pourraient estimer être des bienfaits. C'est-à-dire que les hommes ont bien plutôt tendance à penser que les bienfaits leur sont dus, donc en tirer de la gloire, et non pas à rendre de l'amour, et à penser que les méfaits à leur encontre sont injustes, donc à chercher à en tirer vengeance. Donc, ce trait humain que tous les moralistes ont constaté, les hommes sont plus prompts à se venger, sont plus prompts à la vengeance qu'à la gratitude, qu'à la reconnaissance, c'est quelque chose qui s'explique de façon très simple par cette mécanique des affects que Spinoza vient de mettre en place. Ça n'est pas la peine de faire appel à un vice particulier de la nature humaine, ou à un vice particulier de certains hommes. Chez tous les hommes, la combinaison de la réciprocation de ces exceptions, d'une part, de la tendance à persévérer dans son être, c'est-à-dire du dynamisme du conatus de l'autre, produit nécessairement cette plus grande fréquence de la vengeance par rapport à la gratitude ou à la reconnaissance. Bon, je passe maintenant aux propositions 42 et suivantes. On voit qu'on est toujours dans ces propositions dans l'analytique de la haine et de l'amour. Alors vous remarquez que bien que la haine et l'amour ne soient pas les affects fondamentaux chez Spinoza, sont la joie et la tristesse, en réalité elles occupent toute une grande partie de l'éthique 3, tout simplement parce que dans la vie courante, ce sont ces affects et leurs dérivés qui occupent la majeure partie de la scène. Qu'il s'agisse d'un amour et d'une haine individuelle ou bien d'un amour et d'une haine collectif. C'est eux qu'on voit sur le théâtre et qui sont le ressort des tragédies et des comédies. C'est eux qu'on voit dans la politique ou dans la religion et qui sont le ressort des discordes civils, des massacres, des guerres de religion, etc., etc. Donc, bien que dans l'ordre génétique, l'amour et la haine ne soient pas les facteurs premiers, dans la pathologie générale des affects,
Ils sont parmi les facteurs les plus essentiels. Ils sont les plus visibles, les plus spectaculaires. Donc, proposition 42. Qui, mu par l'amour ou un espoir de gloire, l'un et l'autre donnent finalement les mêmes résultats. Donc, qui, que ce soit pour l'une ou pour l'autre de ces causes, a fait du bien à quelqu'un, sera contristé, contristabitur, s'il voit que son bienfait est reçu avec ingratitude. Or, précisément, nous savons, alors je saute la démonstration, qui est essentielle, nous savons qu'en réalité, par les propositions précédentes, que c'est ce qui se passe le plus souvent. Soit parce que j'aime quelqu'un, soit parce que je veux me glorifier, je lui fais du bien, eh bien je constate que dans la vie courante, dans la plupart des cas, en fait, je rencontrerai plutôt l'ingratitude que la reconnaissance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il aura beaucoup plus tendance à se glorifier de mes bienfaits, comme si c'était un dû. Il aura beaucoup plus tendance à penser qu'au fond, il n'a que ce qu'il mérite en recevant ses bienfaits, qu'à considérer que j'ai fait quelque chose de bien à son égard et qu'il devrait m'être reconnaissant. Donc, on voit se mettre en place ici une cause supplémentaire pour laquelle il y aura de la discorde entre les hommes. L'ingratitude est une première cause, mais la tristesse ressentie à cause de l'ingratitude en sera une seconde, viendra renforcer, stimuler la mécompréhension entre les individus. Alors maintenant, quels sont les rapports entre la haine et l'amour dans un même individu? On a vu qu'ils pouvaient être présents en même temps. Alors, proposition 43. La haine est accrue par une haine réciproque, ça on pouvait s'y attendre, et elle peut au contraire être extirpée par l'amour. Donc, regardons près la démonstration. Qui imagine que celui qu'il hait est affecté de haine à son égard, alors une haine nouvelle prend naissance, alors que la première dure encore. Donc je déteste quelqu'un, j'imagine qu'il me déteste aussi, ne serait-ce que parce qu'il a regardé ma haine et que le mécanisme de la réciprocation s'est mis en jeu. Par simple application justement du théorème de la réciprocation, en moi, une deuxième haine, un supplément de haine est en train de naître. Elle va venir s'ajouter à la première. Donc j'avais déjà un motif X de le détester. Quand je remarque qu'à son tour il me déteste, tout simplement quand je m'imagine qu'à son tour il me déteste, j'ai un deuxième motif de haine. Bon, ça est à peu près évident. Maintenant, considérons la situation opposée. Mais si au contraire, il c'est-à-dire A qui déteste B, s'il imagine que cet autre, donc B, est affecté d'amour à son égard, en tant qu'il imagine cela, il se considère lui-même avec joie. Donc, étant donné ce qu'on a appris dans la position précédente, notamment la position 29, il va s'efforcer de plaire à cet autre. C'est-à-dire qu'il va s'efforcer, toujours dans la même mesure, de ne pas l'avoir en haine et de ne pas l'affecter, et de ne l'affecter d'aucune tristesse. Autrement dit, A déteste B, mais remarquant l'amour de B à son égard, eh bien, il est en proie à un mécanisme qui va provoquer en lui une conduite d'amour simultanément à sa haine. Cet effort sera d'ailleurs plus grand ou plus petit à proportion de l'affection d'où il naît. Et ainsi, s'il est plus grand que celui qui naît de la haine et par lequel il s'efforce d'affecter de tristesse celui qu'il déteste, il prévaudra sur lui et extirpera la haine de son cœur. Donc, le fait de s'imaginer aimé par quelqu'un que l'on déteste va diminuer cette haine, voire, si l'imagination est grande, la supprimer complètement. Donc, on voit là un fondement absolument mécanique, absolument impersonnel, indépendant de la volonté aussi bien de A que de B, qui nous permet de comprendre pourquoi, parfois, l'amour peut renverser la haine. Alors, il ne s'agit pas du tout de bons sentiments, il ne s'agit pas du tout de prêcher le pardon des offenses ou quoi que ce soit de ce genre.
Remarquez bien que dans cette démonstration, ni A ni B ne sont particulièrement conscients et volontaires à l'égard de leurs affects. Les affects sont là et ils ont ce résultat automatique. Donc l'imagination de l'amour dans l'objet qu'on déteste suffit à diminuer la haine, voire à la supprimer. Proposition 44. La haine qui est entièrement vaincue par l'amour se change en amour, et l'amour est pour cette raison plus grand que si la haine n'eût pas précédé. Démonstration. On procède, comme pour démontrer la position 38, j'y reviens pas, qui commence d'aimer en effet la chose qu'il est, ou qu'il a accoutumé de considérer avec tristesse, finalement c'est la même chose, sera joyeux par cela même qu'il aime, et à cette joie qu'enveloppe l'amour s'ajoute celle qui naît de ce que l'effort pour écarter la tristesse enveloppée de la haine est entièrement secondé, avec accompagnement comme cause de l'idée de celui qu'on avait en haine. Autrement dit, l'effort que je fais pour supprimer cette tristesse vient renforcer cet amour qui était né en moi. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on voit souvent là aussi dans la vie quotidienne, chose que les moralistes ou les psychologues ont observé, c'est que quand on se met à aimer quelqu'un qu'on a détesté, finalement on l'aime plus que si on ne l'avait pas détesté du tout auparavant. Mais alors, on pourrait imaginer une situation où quelqu'un se dirait « j'ai envie d'aimer quelqu'un, et donc pour bien l'aimer, commençons par le détester ». Après tout, c'est une situation qu'on trouvera très largement après la mort de Spinoza dans le théâtre du XVIIIe siècle. Regardez les pièces de Marivaux, il y a beaucoup de scènes dans les pièces de Marivaux qui sont des scènes de dépit amoureux, où les deux amants se font une scène de ménage en disant « je te déteste, je ne veux plus te voir, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'aussi ingrat que toi, tu es cruel ». On retrouve tous les termes qu'on a trouvés ici dans Éthique 3. L'ingratitude, la cruauté, la haine, etc., etc. Et bien entendu, ces scènes de dépit amoureux se terminent toujours par une réconciliation, et on voit que les deux amants s'aiment d'autant plus qu'ils se sont un instant détestés dans la scène du dépit. Donc les accusations de perfidie, de cruauté, de méchanceté n'ont été peut-être qu'un moyen de renforcer cet amour qui était entre eux. Et en général, c'est chez Marivaux, cette scène de dépit chez les maîtres est ensuite parodiée par la même scène de dépit chez les domestiques. La servante et le valet se font la même scène de dépit que se sont fait à la scène précédente le comte et la comtesse. Et alors, on pourrait avoir tendance à dire, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose de volontaire dans cette scène de dépit amoureux. Au fond, quand la coquette ou l'amant commence en disant à l'autre mais je te hais parce que tu es injuste, tu es infidèle, tu es cruel, on peut se dire, mais alors il le fait exprès. Il le fait exprès dans le but de renforcer l'amour. Autrement dit, on ne commence la scène de ménage que pour la finir. Alors, ce qui ne veut pas être curieux, c'est que Spinoza dit non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible que ce soit fait exprès. Jules Le Scoli. Bien qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire bien qu'un amour qui vient après une haine soit plus grand qu'un amour qui vient après une simple neutralité affective, néanmoins, on ne peut pas s'engager dans un processus de haine dans le but de renforcer l'amour. Je lis Le Scoli. Bien qu'il en soit ainsi, personne cependant ne fera effort pour avoir quelqu'un en haine ou être affecté de tristesse afin de jouir ensuite de cette joie plus grande. C'est-à-dire personne, dans l'espoir d'un dédommagement, ne désirera se porter dommage à soi-même et ne souhaitera être malade dans l'espoir de guérir. Car chacun s'efforcera toujours de conserver son être et, autant qu'il peut, d'écarter la tristesse. Si au contraire, on pouvait concevoir un homme désirant avoir quelqu'un en haine afin d'éprouver ensuite pour lui un plus grand amour, alors il souhaitera l'avoir toujours en haine. Car plus la haine aura été grande, plus grand sera l'amour, et par suite, il souhaitera toujours que la haine s'accroisse de plus en plus, pour que l'amour hypothétique devienne de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de cascade affective qui fait que si un peu de haine me fait espérer encore plus d'amour, à ce moment-là, je vais avoir tendance à augmenter la haine indéfiniment, dans l'espoir que l'amour augmente indéfiniment. Pour la même cause, un homme s'efforcerait d'être de plus en plus malade, afin de jouir ensuite d'une plus grande joie par le rétablissement de sa santé. Il s'efforcerait donc d'être malade toujours, ce qui est absurde. Alors, est-ce que ça veut dire que Spinoza méconnaît
ces situations de dépit amoureux qu'on trouve dans les scènes de comédie, et qui, après tout, si elles sont des scènes de comédie, doivent bien être imitées quelque part de la vie. Peut-être pas. Regardons de nouveau, justement, ces scènes de dépit amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans les scènes de dépit amoureux? Ben, si vraiment on acceptait l'hypothèse que Spinoza refuse, c'est-à-dire au début du Scoli, si on acceptait l'hypothèse que quelqu'un s'efforce d'avoir de la haine, au fond, consciemment, afin d'avoir un plus grand amour. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ces scènes de marivaudage? Pas véritablement, parce qu'au fond, on peut dire les scènes de marivaudage, on n'est pas dans un processus où l'un des deux, et ensuite l'autre aussi, commencerait consciemment à mettre en place un processus de haine, pour deux raisons. D'abord parce que scène commence toujours par un incident. Un incident qui fait qu'au fond, l'engagement dans le dépit amoureux n'est pas volontaire. Il y a véritablement quelque chose, une parole malheureuse, une lettre, un retard, qui fait que l'amante ou l'amant croit véritablement que l'autre lui a été infidèle, ou l'aime moins qu'il l'avait mérité, ou n'a pas tenu sa parole, ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, il n'y a pas du tout un engrenage volontaire dans la haine, dans le but de provoquer ensuite un plus grand amour. Il y a bien un incident qui fait que chacun des deux, le premier à cause de l'incident lui-même, l'autre par réciprocation, s'engage dans la scène de dépit. Alors, ce qui fait que la scène de dépit se prolonge, c'est qu'effectivement, au bout d'un instant, ça c'est le charme du comique de Marivaux, chacun des deux surjoue d'une certaine façon son dépit, et donc en rajoute pour faire durer. Donc au fond, il fait ce que Spinoza décrit à la fin, c'est-à-dire il prolonge la maladie. Alors peut-être qu'il pourrait guérir plus vite, mais il prolonge la maladie parce qu'il y trouve un certain plaisir dans l'attente de ce qui viendra après. Autrement dit, premièrement, il n'y a pas engrenage volontaire de la haine parce qu'il y a un incident réel qui la provoque. Et deuxièmement, sa prolongation au-delà de l'incident renvoie non pas à un affect réel, mais à une part de jeu d'un côté et de l'autre, qui fait qu'en réalité la réconciliation est déjà amorcée au moment où elle est retardée. Et le retard à la réconciliation est quelque chose qui fait partie du plaisir que le spectateur doit prendre à regarder la scène. Donc de fait, ce qui se passe dans le dépit amoureux chez Marivaux, ou même il y a des scènes analogues chez Molière ou dans d'autres pièces de théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas de la haine à proprement parler, qui est simplement quelque chose comme un début de sentiment de haine, mais qui est très vite compensé par l'amour, et qui ne prend le langage de la haine, de la cruauté, de la perfidie, que par un excès théâtral. Bon, je passe maintenant au groupe de propositions suivantes, 45 et 46, 47, qui sont les propositions qui reviennent sur l'imitation des affects et sur ce que vous rappelez les modes de complexification de cette imitation des affects. Proposition 45. Il s'agit, au fond, cette fois de l'imitation des affects telle qu'elle est renforcée par l'identification. Si quelqu'un qui aime une chose semblable à lui imagine qu'un autre semblable à lui est affecté de haine envers cette chose, il aura cet autre en haine. C'est une situation complexe parce que remarquez qu'ici, la similitude, qui est cause de l'imitation des affects, joue des deux côtés à la fois. Elle joue à la fois du côté de l'objet aimé, qui est une chose semblable à moi, et du côté du tiers intervenant, qui est également semblable à moi. Le sibi similem intervient deux fois. Donc il pourrait y avoir identification des affects et contre-identification des deux côtés. Donc si quelqu'un qui aime une chose semblable à lui imagine qu'un autre semblable à lui est affecté de haine envers cette chose, il aura cet autre en haine. Démonstration. La chose aimée en effet a en haine à son tour celui qui la hait. Donc ici, il ne s'agit pas simplement
de mes sentiments à l'égard de la chose aimée, ou de mes sentiments à l'égard du tiers, mais aussi des sentiments de la chose aimée à l'égard du tiers. La chose aimée, au fond, se comporte comme moi. Elle est, elle aussi, sujette à l'imitation des affects, et du fait qu'elle sent que l'autre la déteste, ou qu'elle imagine que l'autre la déteste, elle le déteste aussi. Donc, premier phénomène d'imitation identificatoire, la chose aimée, par moi, déteste ce tiers qui la déteste. Et ainsi l'amant, qui imagine que quelqu'un a en haine la chose aimée, par cela même imagine que la chose aimée est affectée de haine, donc il repère, ou il croit repérer la haine chez la chose aimée, non pas à l'égard de lui, mais à l'égard du tiers, et conséquemment, il est attristé, cela avec l'accompagnement comme cause de l'idée de celui qui est la chose aimée. Or, comme on sait que la tristesse est une cause extérieure, c'est la haine, c'est-à-dire qu'il aura cet autre en haine. Autrement dit, on a bien ici un double effet d'imitation des affects et identification. Alors, ce qu'il faut bien voir, que rien de tout cela n'est un raisonnement. C'est un jeu automatique de l'imagination. La chose aimée imagine, ou je crois qu'elle imagine, la haine de l'autre. Elle éprouve donc, ou je crois qu'elle éprouve, de la haine pour l'autre. Ressentant la tristesse qui est à la base de cette haine chez la chose aimée, je m'identifie à elle, j'imite cette tristesse et je lui attribue comme cause le tiers que je crois être la cause de sa tristesse à lui. Donc, il n'y a pas du tout ici un raisonnement qui consistera à dire « voilà quelqu'un qui déteste quelqu'un que j'aime bien, donc je lui en veux, donc je vais m'efforcer de lui faire du mal ». Il n'y a absolument aucun raisonnement, on est encore ici dans l'imitation parfaitement automatique des affects. Proposition 46, si quelqu'un a été affecté par un autre c'est aliquo, c'est-à-dire quelqu'un de parfaitement indéterminé au singulier. Et il faut remarquer que jusqu'ici, tout ce qui nous a été dit sur les affects a toujours été dit au singulier. On a eu parfois des affects qui étaient dirigés vers un objet que nous n'avions pas identifié comme semblable à nous. Mais c'était un objet singulier. Ça pouvait être un individu, ça pouvait être Dieu, ça pouvait être un gâteau à la crème, ça pouvait être tout ce qu'on voulait, ça pouvait être les honneurs, la gloire, l'argent. C'était toujours dit au singulier. Il était admis qu'on pouvait effectivement par ressemblance associer un autre objet singulier à cet objet singulier-là. Maintenant, il va y avoir quelque chose de tout à fait différent à partir de cette proposition 46. Si quelqu'un a été affecté par un autre, par quelque autre, et que cet autre appartient à une classe ou une nation différente, classis, sive nationis, a sua diversae. Donc là, tout d'un coup, le A qui est affecté et le B qui est l'objet de l'affect sont donnés comme membres l'un et l'autre d'un ensemble. Que ce soit une classe, et par classe, Spinoza n'entend pas spécialement, comme dans le vocabulaire moderne, une classe sociale, hein, c'est un ensemble d'individus. Alors ça peut être effectivement une classe sociale, ça peut être une famille, ça peut être un groupe religieux, ça peut être toute association d'individus au fond. Ou une nation. Et là, par nation, on entend clairement un peuple désigné par des lois, un ingenium, une complexion nationale particulière, une langue, etc. etc. Donc, si quelqu'un a été affecté par un autre qui appartient à une classe ou une nation différente, alors s'il a été affecté de quoi? D'une joie ou d'une tristesse qu'accompagne comme cause l'idée de cet autre. Alors, la joie et la tristesse avec une cause extérieure, je viens de le rappeler, c'est l'amour et la haine. Mais il faut qu'il y ait des circonstances supplémentaires, donc qu'accompagne comme cause l'idée de cet autre, subnomine universali classis vel nationis, tamquam causa, sous le nom général de cette classe ou de cette nation. C'est-à-dire que
je suis allé à Rome, je me suis fait bousculer par monsieur Untel, il m'a marché sur le pied, je regrette, je lui en veux. Mais si pour une autre raison, pour une raison ou pour une autre, j'ai l'impression que c'est en tant que Romain, sub nomine universali classis, qu'il m'a marché sur le pied, ou qu'il m'a refusé un passeport, fait payer des impôts supplémentaires, agressé de façon ou d'une autre, à ce moment-là, à travers lui, il va se passer quelque chose de tout à fait particulier, qui est un phénomène supplémentaire, qui est que mon affect en retour sera dirigé non pas contre lui seulement, mais contre toute la classe ou la nation qu'il représente. Donc, non seulement il, donc celui qui a été affecté, aimera cet autre ou l'aura en haine, mais aussi tous ceux de la même classe ou de la même nation. Donc là, on a au fond l'ancrage dans le raisonnement de Spinoza pour tout ce qui sera patriotisme, détestation de l'étranger, racisme, le terme n'existe pas à l'époque de Spinoza, nationalisme, enfin tous ces termes qui seront plutôt inventés dans les siècles suivants, mais tous ces préjugés dirigés contre un ensemble d'individus, on voit ici, alors je dis dirigés contre, mais il s'agit aussi des préjugés favorables, puisque bien entendu, ce qui vaut pour la haine vaut aussi pour l'amour. Et ça vaudra également pour les autres sentiments, ça vaudra pour l'admiration, ça vaudra pour tous les sentiments qu'on peut ressentir pour un individu, on pourra les ressentir pour cet ensemble dont l'individu est membre. Il suffira qu'au moment où on a été affecté par cet individu, ou peut-être simplement dans les moments où on se souviendra d'avoir été affecté, on fasse passer au premier plan l'insertion de cet individu dans un ensemble plus universel. Alors on voit bien ici comment, pour Spinoza, il y a une sorte de continuité, enfin d'ancrage, dans l'anthropologie individuelle des phénomènes collectifs. On l'a déjà vu un certain nombre de fois. Bon, on l'avait vu jusqu'ici, par exemple, pour des phénomènes religieux. Mais ici, on le voit pour des phénomènes de haine nationale. Et bien entendu, il ne s'agit pas seulement de haine nationale. Quand il dit une classe, ça peut être, par exemple, il en parlera dans le traité politique, si vous regardez l'histoire romaine, la haine des patriciens et des plébéiens. Et puisqu'on est sur cet exemple, il faut remarquer d'ailleurs que Spinoza ne dit nullement de cette proposition 46 que l'ancrage de l'affect collectif sur l'affect individuel, plutôt l'ancrage dans l'individu de l'affect à l'égard d'un collectif, est illusoire. Après tout, dans le cas, lorsqu'il dit sub nomine universali, dans le cas des plébéiens et des patriciens, lorsque les plébéiens s'imaginent, chaque fois qu'un patricien leur refuse un droit particulier, que c'est sous l'universel de sa classe qu'il le fait, ils n'ont pas tort. Il y a effectivement, à ce moment-là à Rome, des lois qui privent les plébéiens de certains droits. Donc, quand un patricien refuse à un plébéien un certain droit, il le fait bien au nom de sa classe. Donc, en un sens, la transformation de l'affect individuel en préjugé collectif peut être fondée, mais il peut tout aussi bien ne pas l'être. Le réel est des effets réels, l'imaginaire aussi est des effets réels. On passe maintenant à la position 47. Alors, on avait vu précédemment que lorsque nous haïssons quelque chose, nous faisons effort pour détruire cette chose, puisqu'il y a toujours un dynamisme des affects. Ni l'amour ni la haine ne restent purement représentatifs. Ils ont toujours quelque chose de dynamique qui fait que quand nous aimons quelque chose, nous essayons de lui procurer du bien. Quand nous détestons quelque chose, nous essayons de lui procurer du mal. Donc, lorsque quelque chose que nous détestons est détruit, ou simplement lorsque nous imaginons qu'il est détruit, ça nous procure de la joie. Et cependant, dit Spinoza, la joie naissant de ce que nous imaginons qu'une chose que nous haïssons est détruite,
ou affecté d'un autre mal ne naît pas sans quelque tristesse de l'âme. Démonstration, cela est évident par la proposition 27, car en tant que nous imaginons qu'une chose semblable à nous est affectée de tristesse, nous sommes en quelque mesure contristés. Alors, il faut remarquer que de la proposition à la démonstration, il y a quelque chose qui a changé. Dans la proposition, Spinoza a dit « res », une chose. Dans la démonstration, il dit « res nobis similis », une chose semblable à nous. C'est pas tout à fait pareil. On est passé de la neutralité affective au champ de l'imitation des affects. Donc, si j'imagine qu'une chose est semblable à moi, on l'avait déjà vu précédemment, j'aurai de toute façon, indépendamment de l'amour ou de la haine que j'ai pour elle, ou même de l'absence totale de sentiment, tendance à m'assimiler à elle, à m'identifier à elle, à imiter ses affects. Donc, même si je déteste une chose semblable à moi, certes, je serais heureux de sa tristesse si elle subit du mal ou si elle est détruite, mais en même temps, du fait qu'elle est semblable à moi, je m'identifierai à cette tristesse. Donc, en même temps que naîtra en moi une joie qui vient de son malheur, naîtra aussi en moi un chagrin qui vient de ce même malheur. Donc, la joie qui vient de la destruction d'autrui, au moins d'un autrui semblable à moi, n'est jamais totalement sans mélange. On pourrait traduire ce théorème, ces démonstrations, en langage non spinoziste, en disant, au fond, c'est le sentiment d'humanité, qui fait que même quand c'est un de nos ennemis qui éprouve des malheurs, on ne peut pas totalement se réjouir, parce que, bien qu'il soit notre ennemi, c'est un homme semblable à nous quand même, et donc on est triste. Et remarquez que Spinoza ne dit pas ça. Spinoza ne dit pas, parce que c'est un homme, il dit c'est une chose semblable à nous. Donc en fait, il faut bien voir que les deux sont vrais. À la fois, je me réjouis parce que c'est quelque chose que je déteste, et je suis triste parce que c'est quelque chose semblable à moi. Ce qui va faire question ici, c'est la proportion des deux. C'est-à-dire, plus je ressentirai que l'autre est semblable à moi, malgré ma haine, plus ma joie de son malheur sera mêlée de tristesse, allant peut-être jusqu'à supprimer totalement cette joie. Si je suis très sensible à la communauté qui nous rassemble, je serai peut-être plus triste de son malheur que joyeux, et peut-être qu'au fond, ça m'empêchera de souhaiter sa disparition ou de souhaiter qu'il lui arrive trop de malheur. Mais au contraire, si le sentiment que j'ai de sa similitude à mon égard est très faible, ou s'il y a des raisons objectives qui l'affaiblissent, à ce moment-là, la tristesse que je ressentirai de son malheur diminuera proportionnellement. Et c'est la joie qui l'emportera. Donc il faut bien voir qu'ici, Spinoza n'énonce pas qu'il y a en nous un sentiment d'humanité comme un absolu. Il énonce simplement la possibilité que l'imagination de la similitude diminue cette joie. Donc cette imagination peut être très grande et supprimer totalement cette joie. Elle peut être tellement affaiblie qu'elle en vient à être nulle. Et dans ce cas, je ne reconnais plus l'autre comme mon semblable. Et en conséquence, rien ne vient troubler la joie que j'éprouve à sa destruction. Alors, si vous accolez cette proposition 47 avec celle qui la précède, vous pouvez comprendre pourquoi on peut prendre une joie sans mélange à la destruction d'autrui. Et au contraire, vous pouvez comprendre aussi pourquoi la joie qu'on pourrait prendre à la destruction d'autrui peut être amplement limitée dans la mesure où nous prenons conscience de notre similitude avec lui. Ces deux propositions font les deux cas à la fois. Qu'est-ce qui va alors déterminer la proportion entre la joie et la tristesse? C'est-à-dire, pour le dire en un langage non spinoziste, entre le sentiment d'humanité et la haine pour autrui et la joie issue de sa destruction. Réponse, ce sera à chaque fois l'histoire précédente de l'individu, l'histoire de ses expériences ou l'histoire de
la communication à cet individu d'expériences qui ne seront pas les siennes, mais qui, de cette façon, seront devenues les siennes. Donc l'histoire de son éducation. Et c'est pourquoi les haines collectives peuvent se perpétuer. Encore une chose à souligner dans cette proposition 47, je disais que dans la proposition même, Spinoza n'a pas dit « semblable à nous », il a dit « res » seulement. Alors, on voit bien comment la démonstration est possible à partir de la proposition 27, c'est-à-dire à partir de l'imitation des affects, si la chose est semblable à nous. Et si la chose n'est pas semblable à nous. Est-ce qu'on s'en réjouit purement et simplement? Alors, un premier élément de réponse serait que, d'abord, à propos de n'importe quelle chose, on peut imaginairement lui trouver un rapport avec nous. Après tout, les choses semblables à moi, ce ne sont pas forcément les autres hommes. Je peux décider, si j'ai une imagination très mythologique, que les arbres ou les animaux qui représentent mon totem, ou bien, si j'ai une imagination très portée vers les animaux domestiques, que les petits chats et petits chiens que j'aime sont beaucoup plus semblables à moi que certaines personnes, et donc avoir plus de douleur de leur disparition que de la disparition de telle ou telle personne. Encore une fois, tout dépend de la complexion imaginative de chacun d'entre nous. Il peut y avoir d'autres raisons encore. Et ces autres raisons vont être réalisées dans le Scoli. Donc je vais prendre le Scoli de plus près, parce qu'on va voir ici Spinoza aborder un tout autre problème, qui est celui de la remémoration des événements. Donc je lis le Scoli en entier. Cette proposition peut aussi se démontrer par le corollaire de la proposition 17, partie 2. Or, cette proposition 17 de la partie 2, c'est-à-dire pas du tout la partie de l'éthique sur les affects, mais la proposition sur la théorie de la connaissance, renvoyait, au fond, à la remémoration des rencontres. Et là, il n'était pas du tout question de choses semblables à moi ou pas, mais simplement des choses extérieures avec lesquelles je me rencontre. Cette proposition peut aussi se démontrer, donc, par la théorie des rencontres entre mon corps et le corps extérieur et le principe de la remémoration de ces rencontres par les traces inscrites dans mon corps. Chaque fois, en effet, qu'il nous souvient d'une chose, il n'est pas dit une chose semblable à nous, chaque fois, en effet, qu'il nous souvient d'une chose, bien qu'elle n'existe pas en acte, nous la considérons cependant comme présente, et le corps est affecté de la même manière. Donc, si, commerçant Amstello d'Amois, il y a 10 ans, je me suis embarqué sur un bateau, que ce bateau a fait naufrage et que j'ai cru me noyer, j'ai eu très peur. J'ai eu de la haine pour les éléments liquides, pour la tempête, peut-être aussi pour le capitaine qui n'avait pas su diriger son navire. Le capitaine s'est noyé, je me suis dit, bah, c'est bien fait pour lui, ça lui apprendra, mais en même temps, le fait que c'est un homme, donc, quelque chose semble à moi, a peut-être tempéré un peu ma haine. Mais à l'égard de la tempête, à l'égard de cette chose elle-même, à l'égard de cette peur, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je m'en suis tiré. Notre bateau est arrivé à temps, on m'a repêché. Mais maintenant, quand 10 ans après, j'y repense, quand je repense à ce naufrage, je devrais être content de m'en être tiré. Je devrais avoir une joie sans mélange. Et pourtant, pas tout à fait. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit d'une chose et non pas d'un être semblable à moi. Entend par suite que le souvenir de la chose est vivace. Et cette détermination, entend par suite que le souvenir de la chose est vivace, l'homme est déterminé à la considérer avec tristesse. Et cette détermination, aussi longtemps que demeure de la chose, est réduite à la vérité, mais non ôtée par le souvenir des choses qui exclut l'existence de la chose imaginée. Donc il y a eu 2 événements successifs. Événement A, le naufrage. Événement B, mon sauvetage. Le naufrage, c'est une chose triste. J'ai cru que j'allais périr en mer. Le sauvetage, B, c'est une chose joyeuse, puisque j'ai échappé à la mort imminente. Chaque fois que je repense à tout cela, l'image du sauvetage devrait provoquer en moi de la joie. Mais comme elle est associée
dans les traces qu'elle laissait dans mon corps. Donc, parallèlement, corollairement, dans les traces qu'elle laissait dans mon esprit. À l'image précédente, celle du naufrage, la tristesse liée au naufrage, et la tristesse ici non pas sous forme de haine mais sous forme de peur ou de crainte, est liée indissociablement à la joie qui suit. Donc la joie qui suit, plutôt la tristesse en question est réduite, elle est diminuée par le fait que je me souviens que j'ai été sauvé, mais elle n'est pas totalement détruite. Les marques de tristesse qui sont imprimées en moi n'ont pas disparu totalement. Donc, chaque fois que j'aurai la phrase en remplaçant les mots par l'exemple, donc cette détermination, donc la trace dans mon corps de la tristesse que j'ai eue au moment du naufrage, est réduite à la vérité, mais non pas supprimée par le souvenir de mon sauvetage, des choses qui excluent l'existence des choses imaginées. Et par suite, l'homme est joyeux seulement dans la mesure où sa détermination est réduite, donc il n'est pas totalement joyeux, par où il arrive que cette joie, qui naît du mal de la chose que nous haïssons, se renouvelle toutes les fois qu'il nous souvient de cette chose, comme nous l'avons dit en effet, quand l'image de cette chose est éveillée, comme elle enveloppe l'existence de la chose, elle détermine l'homme, elle la considère avec la même tristesse avec laquelle il avait coutume de la considérer quand elle existait. Mais comme il a joint à l'image de cette chose d'autres images qui en excluent l'existence, cette détermination à tristesse est réduite aussitôt, et l'homme est joyeux de nouveau, et cela toutes les fois que l'occurrence se répète. Autrement dit, quand je me remémore un événement passé qui a été successivement triste puis joyeux, à la fois la joie qui suit est comme teintée de tristesse, mais en même temps la tristesse elle-même est suivie par cette joie qu'il a supprimée. Il y a donc au fond comme un certain plaisir pour l'homme à se remémorer cette tristesse parce qu'elle a été la condition de la joie qui l'a suivie et qui de nouveau la suit chaque fois que j'y repense. Donc au fond, chaque fois que je repense à mon naufrage, je me refais un peu mal, mais me refaire un peu mal en y pensant est la condition pour me refaire du bien en pensant au sauvetage. Il y a donc comme une confusion des sentiments, un mélange des sentiments, qui fait que, là aussi, au fond, un peu par jeu, comme dans la scène d'Épi Hébreu dont je parlais tout à l'heure, je ressuscite le sentiment de tristesse, au fond, pour le plaisir de penser à son effacement, même si cet effacement n'est pas complet. Et du coup, Spinoza enchaîne sur autre chose qui n'est pas la chose dont il parlait dans la position 47, c'est-à-dire une expérience bien connue. C'est pour cette cause, c'est pour cette même cause. Si vous avez la traduction à Pune sous les yeux, vous vous rendez compte qu'il n'a pas traduit le Eadem. Et il a tort, parce que précisément, là, de nouveau, on retrouve l'affirmation de l'identité du mécanisme. Atque haec eadem est causa. Et c'est la même cause qui fait que. Et c'est pour cette même cause que les hommes sont joyeux toutes les fois qu'il leur souvient d'un mal passé. Et c'est pourquoi ils s'épanouissent à narrer des périls dont ils ont été délivrés. Donc on peut imaginer l'expérience sur laquelle se fonde ce texte. Spinoza a entendu, et il suppose que son lecteur a entendu des gens qui passent leur temps à raconter les dangers auxquels ils ont échappé. Un tigre m'a couru après dans la jungle, j'ai fait naufrage à tel endroit. Enfin, je suppose qu'à Amsterdam, à l'époque, on peut avoir beaucoup de récits, de beaucoup d'aventures. On peut se demander pourquoi éprouve-t-il un tel plaisir à raconter un danger? Tout simplement parce que la tristesse qui est du danger est la condition pour faire naître ensuite la joie qui naît du fait qu'on a échappé au danger. Donc, quand ils imaginent quelques périls, en effet, ils le considèrent comme futur. Donc, bien que ce péril soit passé, ils le considèrent un instant, ils se l'imaginent un instant par fiction comme étant de nouveau devant eux, comme les menaçant de nouveau. Et cette détermination est réduite de nouveau par l'idée de la liberté qu'ils ont jointe à celle de la libération plutôt, qu'ils ont jointe à celle de ce péril alors qu'ils en ont été délivrés. Et cette idée leur rend de nouveau la sécurité. Et par suite, ils sont de nouveau joyeux. Donc, le même mécanisme qui fait que dans
que dans ce type de situation, la joie est teintée de tristesse, fait qu'en même temps, la tristesse est elle-même appelée avec plaisir parce que elle est la condition pour avoir la joie qui la suivra. Donc, ici, on voit Spinoza pratiquement se transformer en narrateur psychologue. C'est une scène qu'il fait naître devant nous. Pratiquement une scène de comédie, celle du Miles Gloriosus, celle du soldat fanfaron qui raconte toutes les batailles auxquelles il a participé, tous les périls auxquels il a échappé, et qui en montre l'ancrage psychologique. Cet ancrage psychologique étant la connexion entre joie et tristesse dans ce type de situation. Donc nous retrouvons ici une des caractéristiques de l'éthique 3, et d'ailleurs en grande partie de l'éthique 4, c'est la position, je dirais, de l'écriture spinoziste, à la fois entre la géométrie des affects, la mécanique des affects, et l'illustration issue de la vie courante ou de sa représentation littéraire. D'un côté, Spinoza nous dit « Je vous parle de choses que vous connaissez bien ». Vous avez déjà vécu ça par vous-même ou en le voyant devant vous, ou bien en le lisant chez Terence, Plaute ou Tacite. Ce sont des phénomènes bien connus de la vie, des phénomènes qui peuvent paraître curieux, et d'un autre côté, je vous en donne l'explication, non pas par des vices des hommes, mais par la mécanique automatique des affects. Donc vous avez remarqué que des hommes en aiment ou en détestent d'autres, souvent sans raison. Vous avez remarqué qu'ils se trompent sur les sentiments d'autrui. Vous avez remarqué que parfois ils détestent une classe ou une nation tout entière. Vous avez remarqué que parfois leur haine ou leur réjouissance du malheur d'autrui est tempérée par une certaine tristesse. Vous avez remarqué aussi qu'ils adorent raconter leurs exploits. Eh bien, tout ça, je vous explique comment ça ne dépend ni de leur volonté, ni de leur vice, mais simplement de lois générales de la nature humaine, et adem ouia, et adem lex, et adem causa, qui sont chez tous les hommes, et qui simplement se réalisent de façon différente chez l'un ou chez l'autre. On verra plus loin l'explication de cette différence ou de cette diversité. Mais pour l'instant, Spinoza est plutôt dans l'explication de la communauté entre les relations humaines. Il passera plus loin à la prise en considération de la diversité. Proposition 48 et 49 maintenant. Quelque chose dont jusqu'ici il n'avait pas parlé, un déterminant supplémentaire à l'amour et à la haine, l'illusion de la liberté, ou la considération de la liberté. Proposition 48. L'amour et la haine, par exemple envers Pierre, donc envers tel individu, sont détruits si la tristesse qu'enveloppe la seconde, donc si la tristesse qui est à base de la haine, et la joie qu'enveloppe le premier, c'est-à-dire la joie qui est à base de l'amour, sont joints à l'idée d'une autre cause. Et amour et haine sont diminués dans la mesure où nous imaginons que Pierre n'est pas la cause à lui seul de la tristesse ou de la joie qu'enveloppe sa affection. Autrement dit, quelqu'un me cause de la joie, j'éprouve donc de la joie avec lui comme il est une cause extérieure, c'est la fiction de l'amour. Mais si tout d'un coup j'ai l'impression qu'en réalité ce n'est pas lui qui m'a causé de la joie, que c'est quelqu'un d'autre, à ce moment-là, mon amour va se reporter sur l'autre. S'il n'a pas eu le temps de s'ancrer en moi, s'il n'a pas eu le temps de se lier d'une façon ou d'une autre à mon ingénium. De même, si j'éprouve de la tristesse liée à autrui, et que tout d'un coup j'ai l'impression, donc si j'éprouve de la tristesse liée à autrui, je le déteste. Si tout d'un coup j'ai l'impression que ce n'est pas lui qui a causé cette tristesse, un tel m'a bousculé dans le métro, je lui en veux, et puis tout d'un coup je me rends compte que c'est quelqu'un d'autre qui a bousculé lui. Vous savez ce que disent toujours les gens, mais monsieur, moi, on me bouscule aussi. Je ne vous ai pas poussé, on me pousse. C'est-à-dire qu'il y a une autre cause derrière moi. À ce moment-là, le mécanisme de haine se reporte sur l'autre cause. Et donc, je n'en veux plus à celui que j'avais d'abord cru être la cause de ma propre tristesse. Donc,
C'est une nouvelle preuve du fait que l'amour et la haine ne sont pas d'abord déterminés par leurs objets. Il y a d'abord de la joie et de la tristesse en moi, et ensuite, elle cherche un objet à quoi s'accrocher. Et elle circule d'un objet à l'autre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque quelqu'un déteste quelqu'un d'autre, si le quelqu'un d'autre veut se débarrasser de cette haine et de tous les ennuis que ça lui apporte, là aussi, il y a de très nombreuses scènes de comédie ou de tragédie là-dessus. La meilleure chose qu'il a à voir, c'est d'aller voir la personne qu'il déteste et d'essayer de le convaincre que ses malheurs viennent d'un tiers, afin de reporter ce sentiment négatif sur quelqu'un d'autre. Donc, proposition 48, au fond, nous avons besoin, pour aimer ou détester quelqu'un, de nous imaginer qui est la cause véritable de l'amour, de la joie, de la tristesse que nous ressentons. Et comme d'habitude, peu importe qu'il le soit pas, l'important c'est que nous l'imaginions. Donc, quand nous imaginons que nous devons une chose à plusieurs personnes, nous répartirons ce sentiment entre ces personnes différentes. Donc l'amour ou la haine que nous aurons pour l'un d'entre eux sera diminué d'autant que nous verrons une pluralité de causes à l'affect que nous ressentons. Alors, proposition 49. L'amour et la haine envers une chose que nous imaginons qui est libre doivent tous deux être plus grands à cause égale qu'envers une chose nécessaire. Évidemment, si j'ai l'impression qu'il l'a fait exprès, qu'il était libre, l'affect que je ressens est bien plus grand que si j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, entre un caillou, je passe devant une falaise, un caillou, un rocher me tombe sur le pied, ça me fait mal. J'en suis triste. Mais je ne peux pas dire que j'ai une forte haine à l'égard du rocher, parce que je ressens l'événement comme quelque chose qui n'est pas libre. Le rocher n'a pas fait exprès de me faire mal. Si en revanche quelqu'un est bousculé et me bouscule, je lui en veux quand même un peu parce qu'il aurait pu essayer de faire attention. Et si enfin j'ai l'impression qu'il a vraiment fait exprès de me faire mal et de me marcher sur le pied, je lui en veux encore plus. Dans les trois cas, entre le caillou qui m'a fait mal, la personne qui m'a marché sur le pied par inattention parce qu'on m'a bousculé, et la personne qui a fait exprès de marcher sur le pied, rien n'est changé quant à la douleur que je ressens. Physiquement, c'est la même douleur. Donc l'affect de tristesse est le même, en lui-même, dans ce rapport à mon corps. Mais en revanche, par rapport à ce que je considère comme étant sa cause, entre la cause totalement involontaire, qu'est le caillou, la cause en partie volontaire, qu'est l'individu inattentif, et la cause totalement volontaire, j'imagine totalement volontaire, qu'est l'individu qui a vraiment voulu me faire mal, il est évident que mon affect, là, va être totalement transformé. Et j'aurai une haine beaucoup plus grande pour celui dont j'imagine qu'il a fait volontairement. Donc encore une fois, l'excuse classique, je ne l'ai pas fait exprès. En disant je ne l'ai pas fait exprès, je ne supprime pas la haine de l'autre, mais je la diminue, si j'arrive à le convaincre. Scoli, il suit de là que les hommes, parce qu'ils se tiennent pour libres, sont animés à l'égard les uns des autres d'un amour et d'une haine plus grands qu'à l'égard d'autres objets. Donc nous rejoignons ici ce que nous avions vu à la fin de Éthique 1, la source de l'imaginaire humain, la source de toutes les illusions des hommes, c'est au fond une seule illusion, l'illusion du libre arbitre. Mais, dans l'appendice de Éthique 1, Spinoza n'avait considéré qu'un seul ordre de conséquences de cette illusion du libre arbitre, celle en gros qui concernait la finalité, c'est-à-dire l'imaginaire individuel. Il avait également considéré certains effets collectifs de cet imaginaire individuel, c'est-à-dire en gros ceux qui concernaient le rituel religieux. Ici, il montre une autre conséquence de cette illusion du libre arbitre, cette fois sur les affects interhumains.
du fait que j'ai l'illusion non seulement d'être libre, mais aussi que les autres humains sont libres, eh bien, je vais les placer dans le degré maximal de mes affects. Et c'est pourquoi j'accorderai très peu de confiance à leurs explications quand ils me diront « je n'ai pas fait exprès ». J'aurais spontanément tendance à penser que puisqu'ils sont libres, ils auraient pu faire autrement. Autrement dit, la tendance à imputer à autrui ma tristesse ou symétriquement ma joie va être très forte quand il s'agit d'autres humains, beaucoup plus forte que quand il s'agit d'autres individus. Ah, bien entendu, à part quand on est un enfant, on sait bien que les objets inanimés, la table contre laquelle nous cognions ou qui tombe sur le pied, ne l'ont pas fait exprès et n'ont rien. Donc n'avons pratiquement pas d'affect à leur égard. Il sera intéressant de voir ce qui se passe pour un objet intermédiaire, par exemple un animal. Si un animal nous mord, nous lui en voulons un peu, nous lui donnons un coup de pied, nous essayons de le dresser. Et en général, quand un animal nous mord, qu'est-ce que nous faisons? Nous en prenons à son maître. C'est au maître que nous en voulons. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que le chien n'a pas de libre arbitre, alors que le maître en a un. Donc effectivement, l'illusion du libre arbitre joue de façon telle que non seulement nous en voulons aux individus pour ce qu'ils font, mais nous en voulons aux individus aussi pour ce qu'ils n'ont pas fait directement, mais dont nous les tenons pour responsables. Vous auriez pu tenir votre chien en laisse, vous auriez pu placer cette table ou cette chaise ailleurs, etc., etc. Donc, il y a un effet multiplicateur de nos affects, qui n'était pas présent jusqu'ici, qui est l'illusion de la liberté. Et cet effet multiplicateur explique à la fois, d'une part, la plus grande importance de nos affects quand ils sont dirigés vers les hommes, d'autre part, comment font les hommes justement pour essayer de diminuer nos affects? Ils essaient de montrer qu'ils ne sont pas responsables, c'est une coutume, une conduite extrêmement courante dans les relations interhumaines. Je n'y étais pour rien, j'ai été responsable, pas coupable, je ne savais pas ce qui est arrivé, je n'ai pas voulu ça. Et puis ça explique aussi qu'à un certain degré de plongée dans l'affectif, nous refusons ces explications données par autrui. Nous essayons de leur trouver des formes de culpabilité quand même. L'exemple que je donné tout à l'heure, vous auriez pu faire attention. C'est-à-dire, j'admets qu'il ne l'a pas fait exprès, en disant vous auriez pu faire attention, je lui trouve une forme de culpabilité de remplacement. Donc, cette illusion du libre arbitre est un multiplicateur des affects à plusieurs niveaux. Donc vous voyez ici, une fois encore, comment, à partir finalement d'un petit matériel extrêmement simple, enraciné dans l'individu, le désir, la joie, la tristesse, Spinoza se donne, par ces multiplicateurs qu'il a mis en place, l'identification, le transfert, l'imitation des affects, et ici, la conjugaison de tout ça avec l'illusion du libre arbitre, Spinoza se donne le moyen de rendre compte de la multiplicité des affects humains et surtout de leur intensité. Ça va de comprendre pourquoi, finalement, les individus ont toutes les raisons de se détester les uns les autres, de se battre, de déclencher des guerres, donc de rendre l'état de nature, s'il y en a un, invivable, mais de rendre aussi la société civile, quand elle existe, invivable. Et donc, cela doit nous permettre de comprendre pourquoi ça n'est pas simplement le besoin qui amène les hommes à se battre les uns contre les autres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez à manger que les hommes se déchirent. C'est bien plus pour des raisons affectives que les conflits et les discordes naissent entre eux. C'est bien plus parce que je multipliais des affects que pour satisfaire les besoins de leur corps. Spinoza parle de temps en temps des besoins du corps humain, par exemple dans le chapitre 5 du traité théologico-politique. Et il y voit plutôt un facteur positif, c'est ça qui fonde la vision du travail.
Il est difficile au même individu à la fois de semer, de labourer, de coudre des vêtements, de construire des maisons, etc. etc. Donc, pour nourrir son corps, se protéger contre les animaux et le froid, l'homme a besoin d'un certain nombre de fonctions et plusieurs hommes y arrivent mieux qu'un seul. Donc finalement, le système des besoins, aux yeux de Spinoza, est plutôt générateur de concorde que de discorde. En revanche, ce qui génère la discorde, c'est le système des affects. Et il y a quelqu'un qui se demanderait comment ce simple mécanisme individuel qu'est le désir, la joie, la tristesse peut engendrer tant d'affects. Et c'est simple. C'est qu'il y a tous ces effets multiplicateurs qui fait que nos affects vont bien au-delà du cercle restreint de nos besoins. Et la preuve, c'est qu'en 1914, le brave paysan français venu de Bretagne d'Anjou, qui n'avait jamais vu un Allemand, est parti au front en détestant tout le peuple allemand, qu'il n'avait jamais vu. Pourquoi ? Parce que le jeu des affects individuels et collectifs avait provoqué de quoi faire une guerre qui durerait 4 ans, très largement au-delà du système des besoins individuels. Bon, on peut bien entendu trouver d'autres explications politiques, économiques et autres, et Spinoza en est très conscient. Mais pourquoi tout cela se reproduit dans l'esprit de l'individu ? Précisément à cause des multiplicateurs affectifs qui donnent à chacun bien plus d'aliments et de conservation à sa dynamique affective qu'on attendrait à partir de ces simples 3 passions fondamentales et du cercle étroit de ses besoins. Bon, j'ai donné toute cette démonstration du côté négatif, c'est-à-dire du côté de la haine individuelle ou collective, du côté de la jalousie, etc., etc. On pourrait donner la même du côté de l'amour, bien entendu. Donc pourquoi tant d'individus dans une nation cultivent la personnalité de leur souverain, pourquoi ils développent en eux le patriotisme, pourquoi ils ont de l'affection pour tel ou tel individu qu'ils n'ont jamais rencontré personnellement. Là aussi, les multiplicateurs jouent dans le même sens. Spinoza va maintenant passer, après avoir parlé d'amour et de la haine, à un autre type de passion qu'il a déjà mentionné plusieurs fois, l'espoir et la crainte. Et là aussi, on va voir en quoi ces affects permettent l'enracinement de comportements collectifs, et même de comportements institutionnels, à savoir ici de comportements religieux. Proposition 50. Une chose quelconque peut, par accident, être cause d'espoir ou de crainte. Alors, l'espoir et la crainte, on sait que là aussi, ce sont des dérivés de la joie et de la tristesse, et plus exactement de la joie et de la tristesse mêlée avec l'idée du futur. Scoli. Les choses qui sont par accident des causes d'espoir et de crainte sont appelées bona aut mala homina, des bons ou des mauvais présages. Autrement dit, si je passe sous une échelle sur laquelle il y a quelque chose de lourd et que quelque chose me tombe sur la tête, de fait, j'ai des raisons de craindre. Mais si j'associe à la chute de la chose elle-même le fait de passer sous l'échelle, qui lui n'a rien à voir, qui est contingent, qui est associé par accident, je vais considérer le fait de passer sous l'échelle comme un porte-malheur, comme un mauvais omen, un mauvais présage. Si, quand je vois passer un chat noir sur ma route et que quelques kilomètres plus loin, je suis heurté par une voiture, j'aurais raison d'avoir peur de la voiture, j'ai aucune raison d'avoir peur du chat noir, mais comme ils ont été associés dans mon imaginaire, désormais, je considérerai la vue d'un chat noir comme un mauvais présage. Autrement dit, là, de nouveau, la croyance au présage se fonde simplement sur cette mécanique des affects qui est le mécanisme de l'association par accident. J'ajoute que ces présages, en tant qu'ils sont une cause d'espoir ou de crainte, sont de cause de joie et de tristesse, et conséquemment nous les aimons et les avons en haine comme tels, et nous cherchons à les employer comme des moyens de parvenir à ce que nous espérons, ou à les écarter comme des obstacles ou des causes de crainte. Autrement dit, le présage, là encore, ça n'est pas chose de simplement représentatif. Comme un affect, comme toute idée, est dynamique et pas seulement représentatif, de même que l'amour et la haine, chez nous, ce n'est pas simplement la représentation de quelqu'un
ou de quelque chose comme cause externe de la tristesse ou de la joie, mais ça s'accompagne dynamiquement d'un effort pour faire du bien ou faire du mal, de même, le processus du présage, c'est pas simplement que quand j'ai vu un chat noir, je me dis, il va m'arriver malheur, c'est que je vais me mettre à tuer les chats noirs. Bien entendu. Donc les présages, ce n'est pas quelque chose seulement que l'on subit, c'est quelque chose que l'on suscite ou que l'on écarte. Autrement dit, la superstition n'est pas simplement un fait représentatif, c'est quelque chose qui engendre des comportements et notamment des rituels. Alors, question, est-ce que ces comportements d'espoir et de crainte sont parallèles? En principe, oui. Dans les faits, non. Pourquoi? On retrouve de nouveau un facteur de dissymétrie là où le mécanisme simple fournit une symétrie, exactement comme tout à l'heure dans les propositions 40-41. Et de nouveau, l'origine de la symétrie, c'est ce qui a été dit à la proposition 25. Donc, il suit de la proposition 25, c'est-à-dire la proposition qui indique pourquoi nous essayons de développer ce qui nous procure de la joie et d'enrayer ce qui nous procure de la tristesse. En outre, il suit la proposition 25, que nous sommes disposés de nature à croire facilement ce que nous espérons, puisque l'espoir c'est une des formes de la joie, et difficilement ce dont nous avons peur, et en faire respectivement trop ou trop peu de cas. Autrement dit, le mécanisme générateur d'espoir et de crainte, et donc de surestime ou de sous-estime, est le même, mais l'effet de la tendance décrite dans la position 25 fait que les effets de l'un sont plus fréquents que les effets de l'autre. Donc la superstition sera plus souvent fondée sur l'espoir que sur la crainte. Alors ça peut arriver que j'ai peur d'être damné, mais plus souvent j'aurai l'espoir d'être sauvé. De là sont nées les superstitions par lesquelles les hommes sont partout dominés. Donc la superstition, qui est un mécanisme collectif, s'explique à la fois dans son contenu imaginatif et dans ses conduites par un enracinement dans l'anthropologie individuelle qui vient d'être déployé ici. Donc il faut insister sur ce double aspect. D'une part, chez Spinoza, les sentiments collectifs, quelle que soit leur spécificité, s'enracinent toujours dans l'imaginaire individuel. Et en ce sens, quelles que soient par ailleurs différences avec les théoriciens du pacte social, ou avec les autres théoriciens du pacte social, il a quand même ce point commun avec eux, que pour lui, il y a toujours une racine individuelle du collectif. Donc, en un sens, pour lui, ce que nous appellerions maintenant la sociologie, c'est une psychologie collective. Mais ça ne veut pas dire que la psychologie collective est un simple reflet ou une simple répétition de la psychologie individuelle. Une fois qu'elle existe, elle peut avoir ses normes et ses modes de fonctionnement propres. S'il y a place chez Spinoza pour quelque chose comme une sociologie, c'est ailleurs, dans l'étude du fonctionnement de l'État, et notamment dans le fonctionnement des institutions, ou bien dans l'étude de la façon dont les institutions ont une répercussion sur l'imaginaire collectif. Mais elles ne peuvent l'avoir que parce que cet imaginaire collectif est d'abord ancré dans un imaginaire individuel. La base de tout ce qui est humain pour Spinoza, c'est d'abord un corps individuel et un imaginaire individuel qui est le corollaire de ce corps. Après, tout peut devenir très compliqué. Il peut y avoir des comportements interhumains, il peut y avoir de la politique, il peut y avoir de la religion, il peut y avoir de l'économie, des institutions, etc., etc. Mais tout ça, au fond, renvoie d'abord à une double origine première, qui est le corps individuel
et l'imaginaire individuel qui reprend à sa façon les événements qui surviennent au corps. Bien entendu, la multiplication des affects et leur transformation collective fait que tout cela n'est pas immédiatement apparent, que ce n'est pas immédiatement visible. Et que si on s'arrêtait seulement au fonctionnement du corps et de l'imaginaire individuel, on ne pourrait pas rendre compte de tout le reste, qu'il faut justement analyser tout ce processus génétique. Il faut bien voir que le processus génétique, il a sa double source ici. Donc, c'est en ce sens que Spinoza dira « la nature ne fait pas de peuple ». Il ne veut pas dire pour ça que les peuples sont des phénomènes artificiels. Il n'y a pas de place pour l'artifice dans la pensée de Spinoza. Tout est naturel en un sens. Donc les peuples sont tout aussi naturels que les individus, au sens où ils sont des produits de la nature. Mais ils ne sont pas des produits directs de la nature. Ils sont des produits à partir de ce matériau constitué par les corps individuels et les imaginaires individuels. Encore une fois, ça n'empêche pas Spinoza d'étudier ce que dans notre doctrine on appellerait l'effet en retour, la causalité en retour de l'état, de l'imaginaire collectif, etc., sur les individus. Plus souvent d'ailleurs dans les scolies ou dans les traités que dans l'éthique même. Mais c'est quand même ça le point de départ, la base de l'ensemble des mécanismes. Bon, je termine le scoli. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il vaille la peine de montrer ici les fluctuations qui naissent d'espoir et de la crainte, puisqu'il suit de la seule définition de ces affects, qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni crainte sans espoir, et puisqu'en nous, tant que nous espérons ou craignons quelque chose, nous l'aimons et l'avons en haine, ou l'avons en haine, ainsi tout ce que nous avons dit de l'amour et de la haine, chacun pourra aisément l'appliquer à l'espoir et à la crainte. Autrement dit, tout ce qui a été dit sur la fluctuation anémie dans le cas de l'amour et de la haine, ça s'applique à l'espoir et à la crainte. Alors on ne le dira pas ici, parce que pour l'instant, Spinoza ne s'intéresse qu'à avancer dans le processus génétique, mais on le dira ailleurs. Et ailleurs, c'est par exemple la préface du traité théologico-politique, qui reprend d'un autre point de vue, c'est-à-dire en faisant passer au premier plan ce qui est ici simplement mentionné, et en l'illustrant avec des exemples. Il y a dans l'esprit humain de telles bases pour l'espoir et pour la haine, que bien entendu, lorsque nous sommes dans une situation de sécurité, nous sommes remplis d'espoir et nous n'attendons de conseils d'autrui jamais. Lorsque nous sommes dans une période de crainte, donc cette fluctuation est une fluctuation temporelle. Il y a d'abord une période d'espoir, puis une période de crainte. Lorsque nous sommes dans une période de crainte, nous sommes prêts à demander conseil à n'importe qui, parce que nous nous sentons faibles, nous ne nous sentons plus en sécurité. Et le n'importe qui, ça peut être n'importe quoi. D'où précisément le retour des homina, des présages, et le même qui se sentait trop intelligent pour demander conseil à un autre individu, même plus sage que lui, quand il est en situation de sécurité, va se mettre à tirer les cartes, aller voir les voyantes, regarder une boule de cristal ou examiner, comme faisaient anciens, les entrailles des animaux, quand il est en situation de crainte. Il n'y a donc pas, aux yeux de Spinoza, des individus sur deux et des individus superstitieux. Ce sont les mêmes individus, parce que c'est les mêmes affects qui sont dans leur imaginaire, qui passent de la jactance à la superstition. Encore une fois, on voit ici le fait que pour Spinoza, il n'y a pas d'abord des caractères qui diraient que tel individu a tel caractère et tel individu a tel autre. Il y a d'abord des lois universelles. Donc le même individu, dans les mêmes circonstances, se trouvera dans une situation favorable à l'éclosion des lois de l'espoir et d'autres, dans d'autres circonstances, à des lois de la crainte. Bon, je passe maintenant à la proposition 51. Alors maintenant qu'on a énoncé tout ce qui était du côté de l'universel, on va enfin regarder ce qui est du côté de la diversité. Donc, proposition 51, des hommes divers peuvent être affectés de diverses manières par un seul et même objet. Donc là, un psychologue des caractères pourrait dire « Ah, enfin, je retrouve ce que je voulais dire ». Oui, sauf que pour Spinoza, ça ne se trouve qu'à la proposition 51. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait 50 propositions universelles,
Et c'est seulement maintenant qu'on prend en vue la diversité. Et en outre, Spinoza va aussitôt plus loin que n'irait un psychologue du caractère. Parce qu'après avoir énoncé la diversité entre les individus, il passe aussitôt à la diversité dans l'individu lui-même. Il a l'air de dire au caractérologue, vous voulez de la fluctuation d'un individu à l'autre, ben je vais vous en donner, mais je vous en ai tellement que vous en aurez trop, puisque ça fluctue à l'intérieur même de l'homme. Donc autrement dit, on ne peut pas faire une psychologie des caractères parce qu'il y a de l'universel, et on ne peut pas non plus la faire parce que quand il y a des fluctuations, elles ne se font pas d'un individu à l'autre, mais pas seulement de l'individu à l'autre, mais à l'intérieur même de l'individu. Donc en un sens, Spinoza accorde au caractérologue la fois trop et trop peu. Plutôt estime que le caractérologue demande trop et trop peu. Le caractérologue, c'est quelqu'un qui à la fois n'admet pas l'universalité des lois, mais quand il reconnaît des lois, les attend comme stables dans tel individu. Or, Spinoza est très sceptique sur la stabilité des individus. Il croit plutôt à l'universalité des lois et la fluctuation des individus selon les circonstances. Je saute la démonstration, plutôt je résume. Le corps humain peut être affecté par les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières. Donc, deux hommes peuvent dans le même temps être affectés de manière diverse. Ils peuvent être affectés de diverses manières par un seul objet, donc ils peuvent être affectés par des objets différents au même moment, mais aussi de manière différente par un seul objet. Là aussi, en fonction de leur corps et de tout ce que leur passé a inscrit dans leur corps. Quelqu'un qui a eu beaucoup de mésaventures politiques, si tout d'un coup on lui offre le pouvoir, aura peut-être une réaction d'amertume. Quelqu'un qui était ambitieux et qui attendait le pouvoir, quand tu lui offras le pouvoir, donc la même situation, aura une réaction de joie ou d'avidité. Quelqu'un dont le corps a été souvent malade avec tel aliment aura une réaction de rejet quand tu lui offras cet aliment-là. Quelqu'un qui, au contraire, a appris par la structure de son corps et par son histoire gastronomique propre à aimer cet aliment, se jettera dessus quand on lui offrira. Donc, la même circonstance provoque chez deux individus des réactions diverses, même si c'est le même objet, parce que tout simplement le même objet renvoie à deux histoires individuelles différentes. Donc ces histoires se sont matérialisées dans l'ingénium de la complexion de chaque individu. L'ingénium de l'individu, sa complexion, c'est bien à la fois ce que son corps était à l'origine, et puis tout ce que son histoire a imprimé comme trace à l'intérieur de ce corps. C'est-à-dire ce que sa biographie a fait de lui. Et puis, je disais tout à l'heure, puisqu'on parlait des nations, au fond, ce que la biographie de sa nation a pu inscrire en lui. Et que finalement, il a appris en apprenant tout ce que les mœurs, les lois, la langue de son pays lui ont appris. Spinoza le montre très bien, ça, pour le peuple hébreu, quand il analyse la Bible dans le traité géopolitique. Mais à aucun moment il ne dit que c'est propre au peuple hébreu. C'est propre à chaque peuple face à son ingénium national propre. L'ingénium national est en quelque sorte singularisé, absorbé et singularisé chez les individus. Donc le corps humain peut être affecté par le corps extérieur en très grande manière. Deux hommes peuvent donc dans le même temps être affectés de manière diverse, et ainsi ils peuvent être affectés de diverses manières par un seul même objet. Ensuite, le corps humain, le même, peut être, donc là, dans le cas d'un individu unique, peut être affecté tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et conséquemment, il peut être affecté par un seul et même objet de diverses manières en divers temps. Je reprends l'exemple du politique qui a eu beaucoup d'échecs. Dans un premier temps, donc là on ne compare plus deux hommes politiques entre eux, mais l'un quand il était encore jeune et naïf, on lui offre le pouvoir, il se précipite dessus. Quand il a eu beaucoup de déconvenues, on lui offre le pouvoir, il le prend avec plus de distance. Scoli. Alors là, le Scoli qui suit est particulièrement important parce que c'est lui qui va insister sur les différents étages de cette diversité. Cette diversité, elle va concerner à la fois, ça vient d'être annoncé, les affects, mais aussi le jugement, mais enfin les efforts. Donc que chaque homme ait des goûts différents, c'est quelque chose qui est bien connu par la sagesse des nations. Spinoza cite parfois des proverbes qui le disent.
C'est moins évident en ce qui concerne le jugement, puisque nous avons l'impression qu'en nous, le jugement est rationnel. Au fond, chacun de nous a l'impression que par ses goûts, il est personnel et que par son jugement, il est universel. Donc, si nous accordons notre effort, notre action, non pas à nos goûts, mais à notre jugement, nous agirons de façon universelle. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, ce qui veut dire chacun le sien. Mais au contraire, du jugement, on peut discuter et se mettre d'accord, puisque le jugement est fondé sur la raison. Ce que Spinoza a essayé de montrer dans ce Scoli, c'est le contraire, justement. C'est que non seulement les goûts divergent, mais que les jugements aussi, parce que les jugements à la plupart du temps se fondaient non pas sur la raison, mais sur les goûts. Bien que nous ne le sachions pas, nous pensons à chaque instant que notre jugement est l'origine de nos actes, alors qu'en fait, notre jugement est simplement la représentation illusoire par laquelle nous légitimons des actes qui viennent de nos goûts. Donc nous croyons que nous aimons une chose parce qu'elle est bonne, en fait, nous l'aimons d'abord et après nous nous représentons qu'elle est bonne. Je lis ce que lit dans l'ordre. Nous voyons qu'il peut arriver ainsi, que l'un est en haine ce qu'aime l'autre, et que l'un ne craigne pas ce que craint l'autre. Qu'un seul et même homme aime maintenant ce qu'il haïssait auparavant, ose ce qui lui faisait peur, etc. Ces deux phrases sont la simple illustration de ce qui précède. Nos affects diffèrent d'un homme à l'autre, et aussi d'un homme à lui-même en des temps différents. Remarquez que là, on ne mentionne même pas la fluctuation animée. Il ne s'agit même pas de dire qu'on a deux affects opposés au même moment. C'est une situation plus simple, où on a deux affects opposés à deux moments différents. Quand j'étais petit, j'avais peur du noir, maintenant je n'ai plus peur du noir. Bon. Je n'ai pas peur du noir, je connais un tel qui a encore peur du noir maintenant. Donc, les différences dans le même individu suivant les époques, ou entre deux individus différents à la même époque. Alors maintenant, on passe de l'affect au jugement. Et le mot jugement est important parce qu'on va le retrouver 3 fois successivement dans ce Scoli. On va trouver le iudicium, ici. On le trouve 4 fois, pardon. On trouve iudicium, et le verbe iudicare, ex sua affectu iudicat. Plus loin, et sic lusque iudicabit, et ainsi chacun jugera. Et enfin, chacun, ex solo affectu de rebus iudicat, chacun juge des choses d'après son seul affect. Donc, à la fois, le nœud de la démonstration ici porte sur le jugement, mais tout l'effort de Spinoza va être de ramener le jugement à l'affect. C'est-à-dire de mettre en lien iudicium et affectus. Alors, donc, on a vu que les 2 premières phrases contenaient de répéter ce qui était dit dans le théorème. Maintenant, on continue. Comme en outre, chacun juge d'après son affect quelle chose est bonne et laquelle est mauvaise, laquelle est meilleure, laquelle est pire. Il suit de là que les hommes peuvent différer autant par le jugement que par l'affect. Donc, si c'était la raison qui dirigeait au jugement, nous aurions tous le même jugement, puisque la raison est universelle. Mais comme en fait ce n'est pas la raison, même si nous croyons que c'est la raison, comme en réalité nos jugements reflètent ou réfractent nos affects, eh bien, de même, nos jugements diffèrent entre eux, d'un homme à l'autre, ou du même homme au même homme en un temps différent, comme le font les affects. Par là, il arrive que, comparant les hommes les uns aux autres, nous les distinguions par la seule diversité de leurs affects et appelions les uns intrépides, les autres peureux, d'autres enfin d'un autre nom. Mais quand je juge les autres hommes, c'est-à-dire quand je dis que l'un est intrépide et l'autre peureux, qu'est-ce que je fais? Sinon simplement de mesurer la différence entre leur affect et le mien. Donc lorsque quelqu'un sera moins prudent que moi, comme je me prends comme norme, je le considérerai comme intrépide ou audacieux, et quand il sera plus prudent que moi, comme je me prends comme norme, je jugerai comme peureux. Donc en réalité, mon jugement n'exprimera pas le fait objectif qu'il est audacieux ou qu'il est peureux, mais simplement le fait qu'il ne se comporte pas comme moi, qu'il n'a pas la même évaluation du danger que moi.
Alors on pourrait dire, tiens, là, on est dans une situation qui rappelle un peu l'éthique aristotélicienne, où il y a un juste milieu entre deux extrêmes. Oui, sauf que chez Aristote, le juste milieu qui est entre les deux vices extrêmes s'appelle la vertu. Ici, il ne s'agit ni de vice ni de vertu, il s'agit simplement de comparaison des affects. Il ne s'agit pas de dire que celui qui se trouve au milieu a raison. Tant plus qu'il ne se trouve au milieu que parce qu'il a regardé deux êtres opposés. Donc par là, il arrive que, comparant les hommes les uns aux autres, nous distinguions par la seule diversité de leurs affects et appelions les uns intrépides, d'autres peureux, d'autres enfin d'autres non. J'appellerais par exemple intrépide celui qui méprise le mal dont j'ai habituellement peur. Donc ce n'est pas par rapport à ma raison que je juge, mais par rapport à mon propre affect qui est la peur. Et si de plus j'ai égard à ce que son désir de faire du mal à celui qu'il déteste n'est pas réduit par la peur d'un mal qui me retient habituellement, j'appelle audacieux. Vous connaissez ce passage des théorèmes intermédiaires. Puis celui-là me paraîtra peureux qui a peur du mal que j'ai accoutumé de mépriser. Et si j'ai en outre égard à ce que son désir est réduit par la peur d'un mal qui ne peut me retenir, je dirais qu'il est pusillanime. Donc, ici au fond, il y a 4 affects que je juge à partir des miens. Alors, les 2 miens, ici, c'est premièrement, sur le plan représentatif, la peur, et deuxièmement, sur le plan dynamique, le fait que je calcule que tel mal est plus grand que tel autre. Je veux faire du mal à un tel, mais j'ai peur de ce qu'il me fera, donc je ne le fais pas. En revanche, je veux faire du mal à tel autre, ou je méprise tel danger, et le mal que je crains est plus faible, donc j'y vais. Par rapport à cela, celui qui en fait plus que moi, je lui donne un certain qualificatif. Celui qui en fait moins que moi, je lui donne un autre qualificatif. Mais en réalité, je crois que c'est ma raison qui me fait donner ce qualificatif, c'est simplement la comparaison entre nos affects. Donc il faut bien se rendre compte que, dans un premier temps, le guide de mes actions n'est pas la raison, n'est peut-être même pas une raison instrumentale, mais simplement une comparaison affective. Et on a vu la dernière fois que une des caractéristiques de la peur ou de la passion, c'était qu'elle faisait comparer entre eux les mots, que c'était aussi une caractéristique de la raison. La différence, c'est que la raison les estime de façon correcte, alors que la peur les estime de façon imaginaire. Alors, à partir du moment où j'aurai remplacé en moi ces affects, tels que la peur, par la raison, je ne changerai pas de système estimatif. Simplement, je fonderai mes estimations sur l'estimation correcte et non plus sur l'estimation imaginaire. Bien. Conséquence, troisième moment de ce Scoli, à cause enfin de cette nature de l'homme et de l'inconstance de son jugement, comme aussi parce que l'homme juge souvent des choses par son affect seulement, et que les choses qu'il croit faire en vue de la joie et de la tristesse, et dont pour cette raison il s'efforce de procurer la venue ou il s'efforce d'écarter, ne sont souvent qu'imaginaires. Pour toutes ces raisons donc, nous concevons aisément que l'homme puisse intervenir souvent lui-même comme cause tant de sa tristesse que de sa joie. Autrement dit, l'homme varie dans ses jugements, donc il a provoqué tel événement parce qu'il pensait que ça porterait de la joie, il s'est trompé dans ses calculs, il est maintenant triste à cause de l'événement qui a procuré de la joie, peut-être aussi qu'il ne s'est pas trompé dans ce calcul, mais qu'il est simplement dégoûté par la satiété du plaisir qu'il a obtenu. Donc du coup, comme il ne peut pas s'en prendre à autrui pour ça, s'il le faisait, il en serait trop content, eh bien, il se représente lui-même comme cause de sa tristesse ou de sa joie. Autrement dit, il est dans une situation qui pourrait être, s'il s'agissait d'une cause extérieure, la production d'un amour ou d'une haine. Mais on a vu que quand la joie et la tristesse étaient munies d'une cause, ou moins représentée comme issue d'une cause intérieure, en l'occurrence moi-même, on n'utilise pas le terme d'amour ou de haine,
on utilise le terme de repentir dans le cas de la tristesse, ou de contentement de soi dans le cas de la joie. Alors je m'arrête un instant ici. Première chose à remarquer, le repentir, que la tradition chrétienne représente comme une vertu, est ici d'abord représenté comme un affect. Et même comme un affect particulièrement négatif. C'est une passion triste. C'est une tristesse avec l'idée de moi-même comme cause. Donc, quand un moraliste ou un théologien nous dit « repentez-vous mes frères », il faut comprendre qu'il nous dit « soyez tristes avec l'idée de vous-même comme cause ». Donc, il nous encourage à développer nos passions tristes, nos affects négatifs. Lui croit peut-être nous encourager à la vertu, mais en réalité, il nous encourage à diminuer notre puissance d'agir. Donc, vous pouvez imaginer, à partir de cette proposition de son Scoli, qu'aux yeux de Spinoza, le repentir n'apparaîtra certainement pas comme une vertu en tant que telle. On pourra toujours penser que si un méchant se repent, ben, ça vaut mieux que s'il persévère dans sa méchanceté, mais ça ne sera certainement pas une vertu. C'est simplement une oscillation à l'intérieur de sa tristesse. Alors peut-être que ce sera utile pour la cité, mais ce ne sera certainement pas utile pour lui en tant que tel. Ça ne l'amènera pas à un plus grand développement de son conatus. Quant à la joie qu'accompagne l'idée de soi-même comme cause, l'acquiescentia esse ipso, dit Spinoza, le contentement de soi-même. D'habitude, la morale traditionnelle nous représente que ça n'est pas bien d'être fier de soi. Il est probable d'ailleurs que le grand rival de Spinoza, enfin pas au sens où ils sont connus, mais l'autre grand auteur d'une éthique dans les Pays-Bas du VIIe siècle, Goelinx, est quelqu'un qui a centré toute son éthique sur le refus de cette quiescentia esse ipso. Aux yeux de Goelinx, comme dans toute la tradition chrétienne et no-stoïcienne dont il se réclame, il n'y a rien de plus haïssable que le moi, et en conséquence, le contentement de soi-même, c'est le pire des vices. Vous voyez bien, il y a une espèce de symétrie. Si l'humilité ou le repentir sont des vertus, le contentement de soi, l'acquiescement à soi, sont des vices. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que Spinoza montre que l'un et l'autre naissent exactement du même mécanisme. On commence à être habitué depuis pratiquement le début de l'éthique 3. Il nous montre des choses que d'habitude on considère comme positives et d'autres choses que d'habitude on considère comme négatives, comme issues des mêmes mécanismes affectifs. C'est la même chose qui provoque la réciprocation de l'amour et de la haine, c'est la même chose qui provoque les sentiments en retour, c'est la même chose qui provoque le repentir, le contentement de soi. Donc la même part d'illusion, et surtout la même part de nécessité. Et dans les deux cas, il faut bien lire la dernière phrase du Scoli, l'illusion du libre arbitre en rajoute encore dans l'intensité de ce sentiment. Il dit, et ces affects sont très vifs parce que les hommes croient qu'ils sont libres. Donc quand j'ai l'impression d'avoir fait un acte infâme, odieux, vicieux, etc., comme je me représente à moi-même comme un sujet libre, comme je n'imagine pas d'autre cause que moi-même, c'est-à-dire je n'imagine pas que j'ai été poussé à le faire par des causes extérieures, je ressens un repentir encore plus grand. Encore une fois, l'idée de la liberté augmente l'intensité de l'affect, donc ici l'intensité de repentir. Symétriquement, quand je suis content de moi, comme j'ai fort peu tendance à m'imaginer qu'il y a d'autres choses que moi qui ont produit cet effet, eh bien, cette acquiescentia, ce contentement à l'égard de moi-même, il est d'autant plus grand que j'imagine être libre. Si je me dis, j'ai réussi le concours, mais c'est grâce à mes professeurs qui m'ont bien entraîné,
j'ai évidemment moins de mon contentement que moi que si je me dis, après tout, c'est grâce à ma liberté que j'ai réussi. Si j'éprouve du repentir d'une action infâme, si je mets en place toute une série d'imaginations pour me dire oui, mais j'étais malade, mais j'ai été poussé par autrui, mais je ne pouvais pas faire autrement, à ce moment-là, mon repentir sera diminué. Donc, encore une fois, l'illusion libre arbitre agit comme multiplicateur et a un impact certain sur l'intensité de l'affect. On va s'arrêter là. Je précise simplement que la proposition suivante, la proposition 52, va s'attaquer à quelque chose qui est tout à fait caractéristique par sa place, c'est l'admiratio. Quelque chose qui, dans d'autres psychologies du XVIIe siècle, se trouve parmi les affects centraux, se trouve ici traité en fin de parcours. Tout simplement parce qu'elle renvoie à un mécanisme tout à fait particulier qui est l'observation de la singularité. Et alors, cette observation de la singularité va provoquer toute une série de sentiments dérivés dont Spinoza observera qu'ils n'ont pas de nom, parce que dans l'usage courant, on n'éprouve pas le besoin de les distinguer les uns des autres. Alors c'est important parce que ça nous rappelle que la nomination des affects renvoie non pas à leur généalogie réelle, mais à leur usage. Spinoza dit explicitement, c'est la fin du premier paragraphe du Scoli, d'où il apparaît que l'usage ordinaire des affects, plus que leur connaissance attentive, a fait inventer ces noms. Autrement dit, ce que Spinoza fait, lui, c'est ce qu'il appelle l'accurata cognitio, la connaissance attentive des affects. Cette connaissance attentive, c'est leur explication génétique. Ce que font habituellement les moralistes et les psychologues, c'est au contraire de répercuter, de réfracter l'usage le plus courant. Alors pourquoi ces différences sont importantes? Tout simplement parce que ce ne sont pas les affects primaires qui sont les plus visibles sur le devant de la scène pathétique. Ce sont parfois des affects très dérivés, mais qui sont extrêmement présents. Et de même, ce ne sont pas ceux qui sont plus importants pour l'individu, qui sont plus importants pour la communauté, et réciproquement. Or, comme Spinoza refuse de créer des noms nouveaux, on l'avait déjà vu à propos de la sympathie et de l'antipathie, il utilise les termes qui existent déjà, ou bien se contente de périphrases, comme ça va être le cas ici de Scoli, en notant qu'il n'y a pas de terme pour les désigner. Il se refuse d'en créer d'autres. Donc la nomination, le lexique des affects renvoie non pas à leur causalité, mais à leur présence dans l'usage. Donc non pas à leur engendrement, mais à leur fréquence. Au fond, on pourrait dire que le lexique des affects renvoie à l'idéologie de la passion. Alors que ce que Spinoza essaie de construire, c'est une description génétique, une géométrie de ces mêmes passions. D'où sa difficulté à l'égard du langage. Non pas du tout qu'il y ait de l'indicible là-dedans. Absolument rien n'est indicible. Il n'y a pas de l'indicible, il y a du non-nommé. Et encore, de ce défaut de nomination, on peut rendre compte rationnellement. Précisément par la différence entre engendrement et usage. Donc d'une certaine façon, cette remarque de Spinoza sur Léon nous renvoie à la structure particulière de son rationalisme, qui est double, qui d'un côté renvoie à l'explication des choses, et d'autre part à la constatation que dans l'expérience, dans l'usage, dans la vie courante, il en va autrement que dans l'engendrement par ordre, même si c'est une conséquence, cet engendrement. Donc la prochaine fois, nous reprendrons position 52.